Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Retour du jeudi. Dans cet épisode, nous allons parler du 7e congrès confédéral qui s'est tenu à Montpellier en 1902. Alors, ce congrès est important et quand on parle des grandes dates de congrès confédéral de la CGT, on pense surtout à deux dates. 1895, le congrès de Limoges qui va fixer la naissance de la Confédération générale du travail, de la CGT, à partir du 23 septembre 1895. Et souvent, on parle aussi du congrès de 1906 d'Amiens, puisque ce congrès est connu avec sa fameuse charte d'Amiens, qui marque l'indépendance syndicale vis-à-vis des organisations politiques. Alors le congrès 1902, s'il est moins connu, il n'est pas autant moins inintéressant. Ce congrès, en fait, est un congrès qui va unifier deux grosses structures syndicales de l'époque, la FNS, la Fédération nationale des syndicats, qui est née en 1886, et les fédérations des bourses du travail sont nées en 1887. La première bourse du travail sera construite et inaugurée à Paris en 1892, c'est aux 3 rues du Château d'Eau. En 1887, commence aussi à s'organiser une autre forme de syndicalisme qui n'adhérera pas à la CGT, qui deviendra autre chose. C'est les premières créations des syndicats chrétiens. Alors pourquoi ces syndicats prennent forme un peu plus à partir des années 86, 1886? Alors, depuis 1791, il y a la loi Chapelier qui interdit les coalitions, c'est-à-dire, le mot coalition, c'est parce qu'il n'y avait pas encore le mot pour définir ce qu'était un syndicat de salariés, donc c'est le regroupement de salariés entre eux. Ce congrès, s'il est important, c'est parce que il acte l'action de la grève, notamment la grève générale, comme moyen de défense et comme jusqu'à maintenant, les syndicats étaient des syndicats, on pourrait dire d'accompagnement, considérés comme accompagnement. Ils avaient un rôle de placement, un rôle pas une action de revendication et de se battre par la grève et la lutte. En 1900, l'exposition universelle, dans la catégorie économique et sociale, les syndicats peuvent présenter leurs œuvres, qui sont souvent des œuvres de caisse de solidarité pour les accidents de travail ou la retraite. Le congrès de 1902 donc, propose ces deux choses-là. C'est l'action par la grève, y compris générale, et la structure de la CGT que nous connaissons aujourd'hui, le fédéralisme et les unions départementales. Le congrès 1902 est aussi intéressant parce que c'est le premier congrès qui sera présidé par une femme. La séance d'ouverture, qui sera, elle, faite par Louis Niel, qui est le secrétaire général des Bourses du Travail. Et la première séance de l'après-midi, la présidence de l'après-midi, c'est une femme, Jacobin, Alors, c'était pas la seule femme dans la salle, contrairement à ce qu'on peut lire. Il y avait une autre femme qui s'appelait Madame Foguier. Et Madame Foguier était déléguée dans la salle. Elle représentait plusieurs structures, notamment les voyageurs de commerce itinérant. Ce congrès qui s'ouvre à Montpellier, vous allez le revivre par une pièce de théâtre qui a été présentée par la CGT à Montpellier, dans les mêmes lieux où s'est tenu le congrès, c'est-à-dire le théâtre, donc dans la même salle, 100 ans après. On est en plein 1902, on est en plein du sortie de l'exposition universelle. C'est la victoire des blocs de gauche aux élections législatives en mai 1902, mais c'est aussi une loi sur le travail qui limite le travail des enfants à 10 heures par jour. C'est la première fois que le gouvernement vient mettre une loi et que se mêle de réguler ou des choses sur le temps de travail dans les entreprises. Ça sera aussi, arrivera un peu plus tard, en 1906, un peu après, la création du Code du travail. Alors à l'époque, comme je vous l'avais dit, le syndicalisme est autorisé, mais toujours sur la présence des policiers. Et ça n'échappe pas, le gouvernement envoie la présence de 2 policiers dans la salle lors du congrès confédéral de Montpellier de 1902. Et c'est la camarade Jacobi qui présidait la séance de l'après-midi et réussit à faire évacuer les policiers de la salle de manière à ce que les congressistes ont un vrai débat entre eux. Et ça, c'est à noter. Voilà, je vous laisse avec la pièce Il était une fois 1902. Et c'est vrai que 1902, cette année-là, a aussi été traversée par l'affaire Dreyfus.
1902. Quelle belle année! Ah, les années 1900. L'exposition universelle de Paris. La Tour Eiffel. Jules Ferry. Gambetta. Octave Mirbeau. Picasso. Renoir. Monet. Louis Jouvet. Edmond Rostand. Rémy. La loi sur les associations de 1901. La victoire du bloc des gauches à l'Assemblée en mai 1902. La scélérate loi Méran de 1900 a fait passer les heures de travail à 10 heures par jour pour tous et toutes les entreprises, soit 70 heures par semaine. Par grâce au ciel, cette loi sera appliquée de façon progressive, par étapes, ou plusieurs années. Le capital qui alimente tous les jours les usines nourrit l'ouvrier lui-même. La production dépend de la conjoncture. Demain, ce mouvement peut s'arrêter. Et privés d'emploi du jour au lendemain, les ouvriers viendraient faire la queue devant les usines pour offrir leurs bras au rabais. Mais la réglementation du travail des femmes, des enfants, nous met des entraves inutiles, trop étroites, nuisibles, surtout aux intéressés qu'on veut défendre. On empêche les patrons de les employer. C'est la première fois qu'une limitation du temps de travail est imposée à tous les employeurs dans tous les secteurs. Mais heureusement, nous avons passé des accords avec les inspecteurs du travail pour qu'ils accordent des dérogations, notamment dans l'industrie. Nous jugeons non légitime l'intervention de l'État dans la définition de la durée du temps de travail, qui ne devrait pas être, selon lui, que de la simple négociation entre les salariés et les employeurs, comme c'était le cas auparavant. Nous qualifions le partage du temps de travail d'idée fausse et dangereuse. L'État n'a pas à intervenir dans les relations contractuelles entre le patron et l'ouvrier. C'était comme ça à l'époque. Les ouvriers étaient exploités, abusés, opprimés. Ouais, mais ils ne sait pas faire. Ils s'organisaient, ils créaient des syndicats, des fédérations, des bourses du travail. Nous sommes en septembre 1902 à Montpellier, au congrès de ce qui deviendra la Confédération Générale du Travail. Ah, d'ailleurs, Regarde, Louis Miel, secrétaire général de la Bourse du Travail, et aujourd'hui président de séance. salut Louis. Camarades, ce n'est pas sans une profonde joie, ni sans une certaine émotion, que m'incombe le soin de vous adresser les souhaits de bienvenue au nom de notre commission de ce 13e congrès. C'est avec joie parce qu'ici, on a le plaisir de retrouver d'anciens camarades, tous vieux militants, toujours prêts à lutter. Mais c'est aussi avec l'émotion provoquée par cette sensation que nos assises ouvrières devenant de plus en plus imposantes, l'œuvre d'émancipation sociale à laquelle nous collaborons tous avec la même sincérité se précise chaque jour davantage dans sa grandeur et sa pureté. Les assises ouvrières qui commencent aujourd'hui à Montpellier laisseront, je n'en doute pas, une date mémorable dans notre organisation. Il en sortira une nouvelle forme, une nouvelle action qui nous achemineront plus sûrement vers la victoire. Pour cela, il est indispensable que tous les camarades réunis ici puissent s'exprimer librement, sans opposition, quelles que soient les opinions, quelles que soient les pensées, pour si conservatrices, réformistes ou anarchistes soient-elles. La discussion, large et courtoise,
a toujours été et restera toujours la meilleure méthode de travail pour des personnes qui se réunissent en congrès dans l'intention de faire de la bonne besogne. Nous avons devant nous, camarades, la préoccupation de l'idéal qu'il faut sauvegarder à tout prix. Mais ce sont précisément les moyens pour atteindre plus vite cet idéal qui peuvent parfois nous diviser légèrement sans jamais nous brouiller. Cet idéal, camarades, vous le connaissez, c'est la substitution à la société patronale et capitaliste d'aujourd'hui de la société de justice et de liberté de demain. C'est le remplacement d'une société dans laquelle le travailleur est affamé par les privilégiés par cette nouvelle société du travail dans laquelle le producteur vivra. Voilà, camarades, l'idéal qu'en dépit de la diversité des opinions qui peuvent être représentées ici, vous allez tous défendre avec passion, mais dans le respect mutuel de toutes les opinions sincères. Voilà, camarades, vous pouvez commencer votre congrès avec confiance, car en orientant de plus en plus le prolétariat vers la voie corporative et révolutionnaire dans laquelle nous marchons nous-mêmes, et en créant par votre cohésion toujours plus étroite la force qui renversera la forteresse capitaliste, vous préparerez une nouvelle société de bonheur et d'harmonie. Je propose maintenant, camarades, la nomination de la commission de vérification des mandats. Je suis le citoyen fort d'Avignon et je propose que l'on procède, comme l'année dernière à Lyon, aux nominations pour cette commission d'un délégué de chaque région. Je suis d'accord avec le camarade Fort. Je demande néanmoins que l'on joigne à cette commission le bureau du comité confédéral et des membres du comité d'organisation du congrès, qui pourront nous donner des renseignements plus précis relativement à l'application de la décision du dernier congrès en ce qui concerne les syndicats confédérés. Qui vote pour? S'il vous plaît, levez bien la main d'en haut, s'il vous plaît. Allez, levez la main. Eh bien, c'est adopté à l'unanimité. Très bien. Camarade Fort, vous pouvez donner la liste. Alors, les noms suivants sont proposés pour faire partie de cette commission. Région de l'Ouest, délégué Valandry de Toulouse. Région du Sud-Est, délégué Borgest de Lyon. Région du Midi, délégué Messier. Région du Centre, délégué Raymond. Région de l'Est, délégué Bourguil. Région de Paris, délégué Payot. Et région du Nord, délégué Génie. Vous êtes tous d'accord? Oui. Parfait, c'est voté. Bien. Avis très important. Pour pouvoir prendre part aux travaux du congrès, il faut être adhérent à la Confédération Générale du Travail. Pour être adhérent à la Confédération, il faut remplir des conditions ou se conformer aux prescriptions suivantes. Premièrement, les fédérations de métiers ou d'industrie qui ne l'auraient pas encore fait doivent envoyer sans retard leur adhésion à la Confédération. Deuxièmement, les syndicats fédérés par métier ou industrie dont la fédération adhère à la confédération sont admis au congrès. Troisièmement, les syndicats fédérés par métier ou par industrie dont la fédération n'adhère pas à la Confédération peuvent et doivent envoyer isolément leur adhésion à la Confédération. Quatrièmement, les syndicats pour lesquels il n'existe aucune fédération peuvent et doivent envoyer directement leur adhésion à la Confédération. Cinquièmement, les bourses du travail, conformément aux décisions du congrès de Lyon, et afin qu'elles puissent prendre part à la discussion sur l'unité ouvrière, sont admises au congrès. Je m'oppose à cette condition. Nous opposons à cette condition. Fernand Pelletier, animateur des bourses du travail, considère la Fédération nationale des syndicats inutile et inefficace. Il considère qu'il fallait faire fructifier les bourses du travail plutôt que d'unir des organisations squelettiques. L'essentiel pour nous demeure la réalisation des travailleurs au sein des bourses du travail et dans les trois fédérations professionnelles.
Une association d'accès ou d'abandon libre, son président ayant pour tout fonctionnaire un secrétaire et un trésorier révocables dans l'instant, d'hommes qui étudient et débattent des intérêts professionnels semblables. Que sont-ils ces hommes? Des producteurs, ceux-là même qui créent toute la richesse publique. Attendent-ils pour se réunir, se concerter, agir, l'agrément des lois? Non! Leur constitution légale n'est pour eux qu'un amusant moyen de faire de la propagande révolutionnaire avec la garantie du gouvernement. Oui, camarades, pour ces syndicats, partagent tous le même but, l'émancipation intégrale des travailleurs. Eh bien, c'est ça que faisons deux sections. Nous avons la section des fédérations et la section des bourses du travail. Qui vote pour? Levez bien la main, s'il vous plaît. Adopté. Bien, continuons. Voici la liste des... S'il vous plaît, un peu de silence. Désolé camarades, avant de commencer, nous devons donner lecture d'une lettre que nous devions lire au congrès du groupe du travail à Alger, mais qui nous est parvenue trop tard. Enfin, camarade Jacobi, c'est peut-être pas le moment. Vous avez un Je me propose de la lire maintenant. Merci. Aux citoyens, délégués, camarades et frères de misère, 40 ouvrières grévistes en lutte depuis un mois pour défendre leur maigre salaire vous adressent un appel à la solidarité pour les aider à vaincre leurs exploiteurs. Ayant épuisé nos faibles ressources, nous serions obligés de réintégrer notre bagne si le prolétariat ne nous vient pas en aide. Nous sommes résolus à lutter jusqu'au bout. C'est du fond des montagnes de l'Ardèche que 40 victimes vous crient au secours. Nous espérons que notre appel trouvera un écho parmi vous et votre obole, si faible soit-elle, sera la bienvenue. Nous avons du courage, mais il nous faut du secours. Notre victoire est à ce prix. Salut et merci à tous les congressistes et vive la solidarité ouvrière! Faites preuve de générosité, de solidarité. Allez, qui donne et combien? S'il vous plaît, je vois là-bas, 20 francs. 4 sous, 12 euros. Non, excusez-moi, nous avons 1902. Il n'y a pas d'euros, restons francs entre nous. Nous continuons. 10 francs, 8 francs, c'est parfait. Nous constituerons cette cagnotte solidaire à l'issue de la séance. Bon ben, je vais chercher une boîte. Voyons maintenant la nomenclature des organisations représentées au Congrès, ainsi que l'effectif des travailleurs organisés au nom desquels elle parle, avec comme assesseur le camarade Amilio et le camarade Hauser, membres de la commission d'organisation. Merci. Je vous en prie, merci. Voici la liste des organisations ayant adhéré au Congrès et leurs représentants. Alger Typographe, représentant Messier. Agde, tailleur de pierre, représentant Parmouti. Avignon, coupeur tailleur, représentant Femme. Amiens, travailleur du textile, représentant Desjardins. Autun, ameublement, représentant La Porte. Auxerre, métallurgie, représentant Perrin. Amiens, cuir et peau, représentant Morel. Angers, mécanicien, représentant Loche. Avignon, cordonnier, représentant Femme. Arles, maçon, tailleur de pierre, représentant Christa. Armentière, Muller, représentant Auxerre. À Paris, l'association des employés représentant Bourguil. Alençon, typographe, représentant Perel.
273 syndicats, 29 fédérations de métiers et d'industrie, 56 bourses du travail ou autres unions de syndicats divers. Au total, 458 organisations représentées par 165 délégués qui parlaient au nom de 122 067 ouvriers confédérés. Ils étaient en droit de placer le congrès de Montpellier au premier rang des congrès ouvriers de toute notre histoire. C'est impressionnant, c'est dingue, non? Et à ce moment-là, c'était la belle époque. Ah non, on va si. dire que c'était la belle époque pour tout le monde. Le nationalisme montait, c'était la bataille pour l'économie, et puis les patrons commençaient à s'organiser. Ça fait beaucoup. Oui, et surtout, en plus, à ce moment-là, la France traversait l'affaire Dreyfus. Dreyfus, ce capitaine de l'armée condamné pour acte de haute trahison, uniquement parce qu'il était juif. Une affaire abominable, une affaire énorme, qui va durer plus de 10 ans, et qui va diviser toute la France. Même au sein même des familles. Dans les groupes d'intellectuels, dans les syndicats, Chez les bourgeois, chez les paysans, à droite, à gauche, tout tout le le monde. monde. Capitaine Alfred Dreyfus. Silence, je fais évacuer la salle. Capitaine Alfred Dreyfus, vous êtes accusé d'avoir livré aux Allemands des documents secrets. Madame, monsieur le juge, en tant qu'avocat, j'affirme que ces documents sont des faux. Ce n'est même pas son écriture. Alfred Dreyfus, taisez-vous. Alfred Dreyfus, vous êtes reconnu coupable de trahison. Vous serez déporté et condamné à perpétuité sur l'île du diable. Emmenez-le. Attendez, c'est n'importe quoi. Alors, Taisez-vous. monsieur le juge, Oui, Alfred. nous nous sommes trompés. Nous avons maintenant la conviction que la retraite était un autre homme. Le commandant Esterhazy. Je m'habille. L'armée ne se trompe jamais. Bien. Esterhazy est acquitté. Dreyfus restera pour toujours sur l'île du diable. Émile Zola, j'accuse le général Billot d'avoir eu entre les mains les preuves certaines de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffées. J'accuse le général Depélieu et le commandant Ramary d'avoir mené une enquête scélérate. J'accuse les 3 experts en écriture d'avoir fait des rapports frauduleux et mensongers. J'accuse enfin le Conseil de guerre d'avoir violé le droit. Je n'ai qu'une passion, celle de la lumière. Ma protestation enflammée n'est que le cri de mon âme. Qu'on ose donc me traduire en cour d'assises et que l'enquête ait lieu au grand jour. J'attends. Émile Zola, vous êtes condamné à 1 an de prison. La France est coupée en deux, la communauté juive s'engage, les intellectuels soutiennent Dreyfus, les marxistes refusent de le soutenir, les protestants sont partagés. En France, tout le monde s'arrête, féministe, tout le monde s'affronte, demandez l'Europe, demandez l'Europe. Alors, Jean Jaurès, tu ne dis rien. Pour couvrir un traître, tout l'état-major se dresse impérieux, menaçant le jury. C'est une sorte de coup d'État sourd et ignominieux pour tenter de noyer la pensée de la République sous un flot énorme et sale, sous un déluge de mensonges, d'injures et de fanatisme. Dreyfus est innocent. Il est le témoin lui-même de la lâcheté politique et du mensonge militaire. Bien. Devant tant d'agitation, nous allons devoir, je le crains, procéder à la révision de ce procès. Monsieur le juge, Oui, général. jamais nous n'accepterons de vous être trompés. Entendez bien, monsieur le juge.
coupable de trahison, mais avec circonstances atténuantes. Vous êtes condamné à une nouvelle dégradation et à une révocation. Voilà. Vous étiez Et ça va durer comme ça pendant des années? La France divisée en deux? Les familles, les ouvriers, les bourgeois? Eh oui, Dreyfus sera gracié seulement 10 ans plus tard et acquitté seulement le 12 juillet 1906. Bravo, vous êtes acquitté. Enfin libre. Et c'est donc dans cette période trouble de l'histoire qu'eut lieu le congrès de 1902 à Montpellier. D'ailleurs, je vois Miel qui reprend sa place à la tribune. Oui, c'est ça. Ouais. C'est lui. Bonsoir, oui. Bonsoir, oui. Camarades, jamais peut-être le conflit fatal entre le travail et le capital n'a atteint le degré d'activité où il est aujourd'hui. Vous apercevez la route que de plus en plus les esclaves du salariat veulent suivre pour arriver à leur intégrale émancipation. Oui, camarade Ozon. Oui, je suis là. Je suis là. Chaque jour, grâce à tous les dévouements et à l'énergie des militants, se développe et s'éclaire la conscience du prolétariat organisé. Avec ce congrès du travail, une nouvelle étape est franchie. Un degré supérieur est atteint, aussi bien au domaine de l'organisation que dans celui de l'éducation ouvrière. Le congrès de Montpellier est bien à sa place dans ce processus naturel du prolétariat en marche vers un idéal de justice et de solidarité. Faisons notre possible chacun avec son tempérament, chacun avec ses moyens, pour que les résolutions prises aujourd'hui à Montpellier fassent partie du domaine de la réalisation. Et que ceux qui se sentiraient l'âme trop sensible, ceux qui redouteraient les dangers de la lutte ou les épines du chemin, veulent bien s'effacer pour laisser passer l'armée révolutionnaire du prolétariat qui veut s'émanciper. Bravo! 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 C'est à moi, monsieur Miel. Bien. Alors, je dois laisser le relais au camarade Jacobi, citoyen Jacobi, qui va être la présidente de séance, mais juste pour cet après-midi. Je vous remercie infiniment. Vous avez la parole. Bien, camarades, je remercie très sincèrement le congrès de la faveur qu'il m'a faite en m'accordant la présidence pour cet après-midi. J'espère que la tâche ne me sera pas rendue trop difficile et que l'unité qui ressortira de nos assises sera un grand succès. Je regrette d'être la seule femme, ou presque, présente à ce congrès, et je souhaite qu'à l'avenir, un plus grand nombre de femmes figurent. Et puisque les syndicats nous ont admises en leur sein pour porter les revendications de la classe féminine et soutenir nos luttes, j'escompte bien qu'à l'avenir, nous serons beaucoup plus nombreuses. Depuis trop longtemps, on nous donne à nous, les femmes, un salaire stupide, sous prétexte pour le temps passé au travail, sous prétexte que c'est un salaire d'appoint. Mais la femme qui élève ses enfants paie son loyer le même prix qu'un homme. Elle a besoin de travailler, elle aussi, toute la journée, pour subvenir aux besoins de sa famille. Et Pour de vrai, sérieux, c'était la seule femme Jacobi à cette époque-là? Hein? non, Deux, c'est tout? Voilà, réussi. Heureusement, aujourd'hui, en 2022, ça a vachement changé. On a enfin atteint l'égalité hommes-femmes, dans le travail, dans les entreprises, dans la société, dans la famille.
Je ne fais pas partie des schémas convenus des hommes. Je ne suis pas de celles qui se taisent, de celles qu'on fait taire avec un pain dans la gueule. Je brûle en permanence. Pour tout, pour rien, pour personne. Je brûle, c'est tout. Je suis née un triangle d'or au creux du ventre, le cri dans les cuisses, la brûlure dans le sang. Je suis née dans un cri cinglant. Je suis née femme, réceptacle du désir, ventre maison, Vénus politique, engagée jusqu'à l'orgasme. Je suis debout dans ta ville et je m'adresse aujourd'hui à vous, mes sœurs au sein de Jade, à celles et ceux qui se battent pour leur liberté. Je m'adresse à mes frères, mais aussi à toutes mes sœurs, frangines, cousines, routardes, bouineuses, pétroleuses, chercheuses de lune et soleil. Parce que j'ai des miroirs humains plein les joues. Parce qu'environ 97 000 femmes dans le monde ont été tuées en 2019 par leur conjoint ou un membre de leur famille. Parce que cela signifie que chaque jour, en moyenne, 187 femmes sont tuées par un proche. 6 femmes meurent toutes les heures. Parce que c'est à dégueuler. Parce que, au Salvador, les femmes ayant fait une fausse couche sont condamnées à la prison criminelle à perpétuité. Parce que Nabila, 14 ans, défigurée à l'acide par son ami, à cause de l'acre beauté de son visage d'ange. Parce que les vierges pleurent en Libye dans la fumée de la mort et l'âcre odeur du sang. Parce que je ne suis pas une poupée, une objet, un truc à baiser. Parce que questionner les moteurs de la violence d'aujourd'hui, ça ne suffit pas. Ça ne suffit plus, bordel. Parce que je suis une fleur déracinée pleine de goût de tempête liquide. Parce qu'il faut retrouver l'amour. Merde. Oui. Oui, Il faut la retrouver. Parce que ce que je vous dis là ne sert pas à décorer les murs. Parce que les rêves arrachés font pleurer les morts. Parce que pour lutter contre les violences faites aux femmes, luttons contre le capitalisme et le système des pères. Parce Un autre chemin est possible. Allons-y. Alors non, camarades, avant de reprendre nos travaux, je signale aux membres du Congrès que se trouvent ici des uniformes qui n'ont rien à faire dans cette salle. Hein? Alors, excusez-moi, mais j'espère que la commission d'organisation du Congrès est complètement étrangère à cet état de fait. Et il est hors de question que nos délibérations se passent sous les yeux de la police. Ouais, la salle est accordée sans aucune condition de surveillance policière. Et je trouve insultant qu'il y ait des agents à la porte. Ben oui, tout à fait. Lorsqu'on nous a autorisé à tenir le congrès dans cette salle, la lettre du maire indiquait que le service de garde était à notre charge, qu'il y aurait un pompier de service, mais il avait été convenu avec le maire et nous avons sa promesse écrite qu'il n'y aurait pas d'agent de police. Alors, au nom du maire et de la promesse qui nous a été faite, je vous demande de quitter les lieux sur le champ.
Espagnols pour leur courage devant la baïonnette des soldats au service du capital lors de leur dernière tentative de grève générale en Catalogne. Ainsi que notre salut fraternel au prolétariat international et notre encouragement dans la lutte constante qu'il soutient pour son émancipation. Vive la grève générale! Et du coup, pendant ce temps-là, les patrons disaient rien, ils laissaient faire. Ah non, les patrons, ils sont jamais endormis, je crois. Non, non, non. Les patrons, ils sont toujours là, tu vois. Dans l'ombre, tels des araignées. Donc, ils se déchaînent pas dans la lumière. Regardez-le. Ce siècle est béni. Le monde est à nous. Chers actionnaires, si nous ne laissons pas ces socialisants nous mettre des bâtons dans les roues, et s'ils n'ouvrent pas de plus en plus leurs grandes bouches, alors nous serons assurés de nous asseoir sur de véritables fortunes. Applaudissons au nationalisme. Il faut purifier cet humain devant cette maladie. Rappelons-leur que la guerre est sainte et régénératrice. Donnons aux journaux les millions nécessaires pour les aligner demain comme des moutons derrière leur drapeau. Comme nous disons depuis 30 ans, il faut ramener l'ordre et la solution. Que seuls les champs de bataille peuvent faire régner sur le peuple indiscipliné. La guerre! L'arrogance patronale. L'arrogance patronale se mesure au nombre de baïonnettes mises à sa disposition par le pouvoir. Ces mêmes baïonnettes, soutenues par des fils de travailleurs ou des travailleurs eux-mêmes. Il est juste que les syndicats cherchent à inculquer à l'ouvrier le sentiment que même sous l'uniforme, mis en face de grévistes, il n'oublie pas qu'il était un travailleur et qu'il serait lâche de frapper ceux qui luttent pour lui aussi. Quoique soldat, il était ouvrier avant de porter la casaque. Il redevient ouvrier dès lors qu'il la quitte. Son intérêt est donc d'aider la résistance ouvrière pour que de meilleures conditions de travail lui soient applicables. Camarades, souvenez-vous de ce que vous étiez avant d'être au régiment. Songez à ce que vous serez lorsque vous le quitterez, syndiqués ou non. Amenez-nous vos camarades de la caserne, ils seront bien reçus et ils voudront revenir. Qu'ils sachent que nous saurons agiter et créer l'agitation nécessaire. Si on interdisait aux soldats l'accès à nos réunions, à nos comités de travail, à nos syndicats, alors qu'on les autorise, et on autorise l'accès, voire le favorise, aux églises, aux presbytères et autres offices religieux, et qu'on les menace du bagne. Il y en a qui font la mauvaise tête au régiment, ils tirent au flanc, ils font la bête, inutilement, quand ils veulent plus faire l'exercice, et tout le fourmi, on les envoie faire leur service, à Biribi, à Biribi. À Biribi, c'est en Afrique où que le plus fort est obligé de poser sa chic et de faire le mort, ou que le plus malin
à minuit. À minuit, c'est là qu'on crève de soif et de faim, c'est là qu'il faut marcher sans trêve jusqu'à la fin. Le soir, on pense à la famille sous le bourbier, on pleure encore quand on oublie. À minuit, à minuit. Eh bien, après cette petite pause, je voudrais maintenant donner la parole au secrétaire Victor Griffel au sujet de la grève générale. Jusqu'ici, la grève générale n'a été examinée qu'au point de vue combatif. Et c'est surtout l'action dissolvante qu'elle exercera sur la société capitaliste qui a été le but des préoccupations ouvrières. Il est indispensable d'attirer l'attention des travailleurs sur la question de savoir quelle sera l'attitude du prolétariat au lendemain d'un mouvement triomphant de grève générale. Si les travailleurs ont décidé nette et précise, ils pourront passer tout de suite à l'organisation sans craindre un retour en arrière. Et si au contraire, ils ont des notions vagues et confuses, qu'ils attendent pour agir un mot d'ordre, qui ne renverseront jamais, ou presque pas, eh bien ils vont se préparer à de nouvelles et cruelles déceptions. Non, il faut avancer cette question de grève générale triomphante. Oui, d'accord, camarades, mais comment agirait notre syndicat pour se transformer en groupement de lutte et groupement de production? Et comment ferions-nous pour nous saisir de l'outillage? Hein? Comment conseillerons-nous le fonctionnement des usines en ateliers organisés? Non, il faut discuter. Il faut en discuter. Chaque réveil, c'est la lanterne du bordel capitaliste, avec le nom du collier qui brille dans la nuit. Citroën, millions. Citron. Mais si le chiffre d'affaires vient à baisser, pour que malgré tout les bénéfices ne diminuent pas, eh bien il suffit d'augmenter la cadence et de baisser les salaires des ouvriers, baisser les salaires. Mais ceux qu'on a trop longtemps conduits en caniche, ceux-là gardent encore une mâchoire de loup pour mordre, pour attaquer, pour se défendre, pour faire la grève. Les 403 sont renversés, la claque sauvage générale. Les portes finissent de brûler, les enragés ouvrent le bal. Il est 5 heures, Paris. C'est vrai, Paris. C'est vrai. Les blousons noirs sont accus, lance-pierre contre lacrymogène. Les filles tombent morts au coin des rues, nos petites filles deviennent des reines. Il est 5 heures, Paris. C'est vrai, Paris. C'est vrai. La tour Eiffel a choqué, l'Arc de Triomphe est renversé. La place Vendôme n'est que fumée, le Panthéon s'est séparé. Camarades au fond, qu'est-ce que l'unité ouvrière? Eh bien, c'est le groupement de tous les travailleurs en une puissante organisation ayant pour but la justice sociale et pour moyen la lutte de tous les instants. Et sous toutes ses formes contre l'unité oppressive. Pour parler plus net, l'unité ouvrière, ce serait quelque chose comme une formidable coalition de tous ceux qui produisent pour crever de faim contre ceux qui vivent sans produire. Comment le peuple producteur, qui est le droit, qui est la force, qui est le nombre, qui est le travail, a pu permettre que se perpétue de pareilles injustices, a pu tolérer une poignée de voleurs, de parasites, le dépouille du fruit de son labeur. Les riches? Pourquoi faire? Si les capitalistes ne peuvent pas vivre sans les travailleurs, ne pensez-vous pas que les travailleurs
pourrait vivre sans les capitalistes. Les pauvres, pourquoi faire? Quand le peuple aura compris qu'il doit travailler selon ses forces, cela lui donnera les moyens, le droit de manger selon ses besoins. L'unité ouvrière n'a qu'une seule possibilité, c'est de créer des syndicats. C'est là la base sur laquelle nous allons édifier tout notre système. Jamais la nécessité d'une défense ouvrière concertée et universelle ne fut plus impérieuse. Dans les pays du monde entier, les travailleurs, de plus en plus écrasés par l'exploitation capitaliste, la cupidité des riches, la puissance des maîtres, se méfient de plus en plus des réformes illusoires et mesquines du parlementarisme et se préparent enfin à se sauver eux-mêmes par une solide organisation économique et révolutionnaire en Belgique, en Espagne, en Autriche, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, partout, lançant chez les ouvriers cette même fièvre qui agite nos organisations syndicales. Et c'est pourquoi nous sommes autorisés à dire que le congrès de Montpellier restera dans l'histoire du prolétariat en puissance d'émancipation. Vive la révolution par grève générale! La Confédération générale du travail, la CGT. Ça, c'était en 1902. À l'époque, les syndicats étaient nombreux, ils étaient des milliers, ils étaient virulents, en alerte. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas trop peu ou trop impuissant? C'est ce que tu crois? Non? Écoute, on est en septembre 2022. Écoute bien les citoyens d'aujourd'hui. La pandémie que nous subissons depuis 3 ans a été un révélateur d'un système économique et social inégalitaire, cultivé par les différents gouvernements ultralibéraux qui se sont succédés. À chaque période électorale, on assiste à des surenchères libérales portées par des programmes qui viennent séduire les classes les plus aisées. Et ces programmes portent en eux le creusement du fossé qui sépare les précaires sont plus pauvres, les riches sont plus riches. Le gouvernement Macron affiche d'ailleurs ouvertement son mépris envers les citoyens qui ne font que des riens, tout en outillant le patronat des pires armes légales pour que les salariés soient corvéables à merci et sans aucun filet de protection. Dans le même temps, les discours basés sur la haine, la division, l'islam, l'insécurité se débrident et sont assumés. La banalisation abjecte n'a que pour objectif de perpétuer la domination politique et économique de quelques possédants sur les travailleurs et citoyens. Les campagnes politiques se deviennent aujourd'hui les campagnes télévisées, à travers lesquelles les compagnons d'extrême droite viennent former leur haine et la peur de l'autre. Combattons les idées fascistes, haineuses, clivantes, portées trop souvent par des partis politiques trop nombreux. Chaque travailleur, chaque privé d'emploi, chaque étudiant, chaque retraité est aussi citoyen. Oui, toutes et tous